Bonjour, je suis Laurent Sabat, conférencier de cardiologie. Nous allons aujourd'hui travailler sur la troisième conférence de cardiologie de Détroit avec 3 dossiers longs et 2 dossiers courts. Alors, le premier dossier de cette conférence de cardiologie de Détroit. Un homme de 30 ans se présente aux urgences pour plusieurs épisodes ces derniers jours de malaise sans perte de connaissance. Ces malaises surviennent indépendamment de l'effort. Il ne présente aucun autre symptôme. L'examen clinique à l'arrivée est normal, le patient est scopé et on note une anomalie sur le tracé du scope. Quelle est l'anomalie visible sur ce tracé? Quelle anomalie biologique cherchée en premier? Donc sur ce tracé, qui correspond à un tracé long qui permet d'enregistrer la fréquence cardiaque, ce qui est systématique en cas de malaise ou de syncope. On peut voir un rythme sinusal et régulier avec une onde P devant les QRS et QRS fins. La même chose ici, la même chose là, la même chose là, avec une repolarisation normale. Ici, on a une anomalie sur le tracé qui correspond à une extrasystole. Alors pour la définition de cette extrasystole, il faut bien préciser que c'est une extrasystole ventriculaire, il n'y a pas d'onde P avant et le QRS est élargi. Elle ne peut donc naître que du ventricule. Pour l'examen national classant, vous ne devez pas connaître les classifications précises des extrasystoles ventriculaires ni des tachycardies ventriculaires. Donc extrasystole ventriculaire, on va revoir les mots-clés. L'anomalie biologique la plus habituellement retrouvée dans cette anomalie du rythme cardiaque est l'hypokaliémie. Donc, complexe QRS prématuré et large, non précédé d'une onde P. C'est la définition d'extrasystole ventriculaire. L'anomalie biologique, l'hypokaliémie. Les autres anomalies électriques qu'on peut retrouver sont des anomalies diffuses de la repolarisation, onde T, segment ST, l'allongement du QT, parfois la torsade de pointe, et évidemment tous les troubles du rythme cardiaque, qu'ils soient auriculaires ou ventriculaires. Question suivante. Vous posez les électrodes pour réaliser l'électrocardiogramme et se répète le malaise, rapidement suivi d'une perte de connaissance avec absence de pouls à votre examen. Le tracé réalisé immédiatement est le suivant. Interprétez ce tracé et donnez votre diagnostic clinique. Donc voici l'électrocardiogramme du patient. Alors, il s'agit d'abord de donner la définition du rythme avec la fréquence cardiaque. Donc il s'agit d'un rythme régulier, très rapide. On a une fréquence aux alentours de 150 par minute, donc une tachycardie régulière, AQRS élargie. Donc devant toute perte de connaissance traduisant à l'électrocardiogramme une tachycardie régulière AQRS large, il faut éliminer en premier évidemment une tachycardie ventriculaire. C'est une tachycardie ventriculaire jusqu'à la preuve du contraire. Le reste de l'interprétation, ce qui est à connaître pour l'internat, il faut rechercher les autres signes positifs de tachycardie ventriculaire. Le premier est la dissociation auriculo-ventriculaire. On peut ici voir dans le creux entre deux QRS des petites ondes P qui battent à une fréquence nettement moins rapide que la fréquence ventriculaire. Donc il s'agit bien d'une dissociation auriculo-ventriculaire. Donc la dissociation auriculo-ventriculaire qui est un des critères majeurs du diagnostic de tachycardie ventriculaire. Le diagnostic clinique est donc d'arrêt cardio-respiratoire ou cardio-circulatoire sur tachycardie ventriculaire. On reprend l'interprétation de l'électro avec les mots-clés, donc rythme régulier, non sinusal, rapide, donc une tachycardie, qui est un des mots-clés. Les QRS sont larges. Il y a une dissociation auriculo-ventriculaire. Voilà tous les mots-clés. Donc l'arrêt cardio-respiratoire sur tachycardie ventriculaire jusqu'à la preuve du contraire. Une dernière précision, on peut voir sur l'électrocardiogramme un aspect d'élargissement des QRS, puisque la tachycardie vient des ventricules, avec en V1, V2 un aspect RSR' comme dans un bloc droit. Donc là c'est un petit peu en dehors du programme de l'internat, mais quand on a un aspect de bloc droit sur une tachycardie ventriculaire, il s'agit probablement d'une tachycardie venant du ventricule gauche, dont la première cause à éliminer est bien sûr la cardiopathie ischémique. Question suivante, quels autres critères justement électrocardiographiques manquent à la définition de cette arythmie? Donc on a vu qu'il y avait la tachycardie régulière AQRS large, qui est l'élément diagnostique le plus important. La dissociation auriculo-ventriculaire, le deuxième élément diagnostique le plus important. Manque deux choses, les complexes de capture et les complexes de fusion. Les complexes de capture, en fait, c'est au milieu de la tachycardie, une onde P qui conduit un QRS. Donc on aura au milieu de la tachycardie un complexe sinusal avec un QRS fin, une onde T. Les complexes de fusion sont la fusion justement entre un de ces complexes de capture et un des complexes de la tachycardie ventriculaire. On aurait donc une troisième morphologie de QRS sur l'électrocardiogramme. Donc là, évidemment, il ne fallait pas en parler dans la définition de l'électro de ce patient puisqu'on ne les avait pas. On les retrouve en général lorsqu'on fait des tracés un petit peu plus longs. Question suivante, quelle est votre prise en charge? Donc là, on va s'appuyer sur les dernières recommandations pour répondre à cette question. Les recommandations sur la prise en charge de l'arrêt cardiaque sur trouble du rythme ventriculaire qui datent de 2007-2008. Donc évidemment,
il s'agit d'une urgence. Le diagnostic, c'est déjà fait, mais surtout thérapeutique. On peut commencer, lorsqu'il y a un arrêt cardio-respiratoire en intra-hospitalier, par dire que le traitement le plus précoce est la défibrillation la plus rapide possible. Par choc électrique externe, évidemment. Si c'était un arrêt cardiaque sur la voie publique, on commence par des manœuvres de réanimation cardio-pulmonaire par un massage cardiaque en attendant le défibrillateur et on défibrille le plus rapidement possible. Donc là, c'est pareil. En attendant que le défibrillateur soit là pour délivrer le choc électrique externe, il faut commencer la réanimation. Donc les règles simples, c'est de libérer les voies aériennes supérieures, ensuite de débuter un massage cardiaque externe. On va revoir après en détail comment réaliser, en attendant le premier choc électrique externe. De même pour les chocs électriques, on va voir après l'algorithme actuel. Il faut bien sûr perfuser le patient avec des voies veineuses périphériques et théoriquement une voie centrale pour pouvoir délivrer un traitement inotrope positif et un traitement de la réanimation, l'adrénaline, et dès que possible assurer une ventilation efficace. Donc si le patient a son choc électrique externe et qu'il reprend connaissance immédiatement, ce qui peut arriver, il faudra continuer l'oxygène au masque. Par contre, en cas de non-récupération d'une conscience normale au début de la réanimation, il faudra assurer une ventilation mécanique et pour ça, intuber le patient, une intubation orotrachéale. Donc voilà pour le premier choc. Le massage cardiaque externe, donc quelques mots, il doit être réalisé sur un plan dur, en attente du défibrillateur, et il doit être réalisé entre 2 défibrillations en cas d'échec, évidemment. Les modalités, qu'on soit seul ou à plusieurs, il faut toujours 30 compressions, qui doivent être des compressions vigoureuses, profondes, environ 5 cm, et à une fréquence de 100 par minute. Donc il faut vraiment masser très fort. Et 2 ventilations pour 30 compressions. Donc là, on insiste vraiment dans les dernières recommandations sur l'importance de l'activité mécanique avant l'activité ventilatoire. Les chocs électriques externes, ils doivent donc être les plus précoces possibles et répétés en cas d'échec. Si le premier choc électrique ne marche pas, il faudra répéter un deuxième choc avec de l'adrénaline, ce qui permettra de modifier la morphologie des QRS, de potentialiser le succès du choc. En cas d'échec du deuxième choc avec adrénaline, il faudra répéter les chocs avec à chaque fois de la cordarone en plus. Un mot sur le choc électrique externe en lui-même. 2 types de défibrillateurs peuvent être trouvés. Le plus fréquemment, des défibrillateurs biphasiques qui délivrent une énergie de 150 à 200 joules, donc à chaque fois ce sera ça. Ou alors des défibrillateurs monophasiques avec des chocs à délivrer à 360 joules d'emblée et à répéter à chaque fois à 360 joules. Ensuite, nous allons voir rapidement les autres manœuvres lors de la réanimation qui sont moins importante et peut-être pas toujours obligatoire. Donc en premier, l'injection de bicarbonate n'est pas systématique dans la réanimation, sauf si la réanimation dure longtemps et sauf si l'arrêt cardiaque est secondaire à une hyperkaliémie, puisque les bicarbonates vont pouvoir faire baisser cette hyperkaliémie, ou une intoxication aux antidépresseurs tricycliques. Si jamais on les utilise, donc c'est à débit très faible et de faible quantité, car elles peuvent provoquer des modifications du pH intracérébral et des œdèmes cérébraux. Le patient est bien sûr transféré dès que possible en réanimation. Là, la mise en condition, le patient, comme tout malade de réanimation, on va être évidemment au repos stricto-lit, surtout s'il est intubé ventilé. On va lui injecter une HBPM à dose préventive pour éviter les complications thromboemboliques de la réanimation. Les voies veineuses périphériques, les voies centrales sont déjà mises. Le patient va être surveillé avec un scope ECG tensionnel, un scope de la SAT, une sonde nasogastrique si besoin et surtout une sonde vésicale pour quantifier sa diurèse. Ensuite, il faudra qu'il garde un traitement antiarythmique, au moins pour la courte durée de l'hospitalisation, pour éviter les récidives d'arythmie, et le traitement de choix est bien sûr l'amiodarone. Enfin, dans certaines réanimations, on utilise l'hypothermie thérapeutique pour les arrêts cardio-respiratoires prolongés, sous ventilation mécanique évidemment. La question suivante, quelle cardiopathie arythmogène faut-il suspecter chez ce patient jeune en l'absence d'anomalies métaboliques? Donc on sort du contexte de l'hypokaliémie, ce qui aurait très bien pu être le cas chez ce patient. Alors quelles sont les anomalies cardiaques les plus souvent retrouvées? Donc là il faut connaître quelques cardiopathies assez simples, pas dans le détail évidemment, avec leur traitement. Donc en premier, par argument de fréquence, les cardiopathies dilatées, on va dire non ischémiques, donc les cardiopathies congénitales, éthyliques ou autres. Dès qu'il y a une dilatation du ventricule gauche, il peut y avoir apparition de troubles du rythme ventriculaire. En deuxième, les cardiomyopathies hypertrophiques. Là, il ne s'agit pas d'une dilatation du cœur avec amincissement de ses parois, mais au contraire d'une augmentation de l'épaisseur des parois du cœur, avec une fonction systolique normale. Plus les parois du ventricule sont épaisses, et plus c'est arythmogène. Ensuite viennent les cardiopathies ischémiques, donc du post-infarctus a priori, qui sont souvent des cardiopathies dilatées. Donc il faudra de toute façon chez ce patient, ou chez tous les patients faisant un arrêt sur trouble du rythme ventriculaire, éliminer une occlusion coronaire ancienne ou plus récente et réaliser une coronarographie diagnostique. Toutes les cardiopathies peuvent donner des troubles du rythme ventriculaire lorsqu'elles deviennent sévères, donc là c'est un petit peu le fourre-tout. Et ensuite il y a deux anomalies un peu particulières. La première, la dysplasie ventriculaire droite arythmogène,
Il s'agit d'une anomalie rare, une déformation progressive au fil des années, mais qui apparaît à partir de l'adolescence, du ventricule droit, une dégénérescence graisseuse de la pointe du ventricule droit, ce qui va générer des arythmies. Donc là, chez ce patient, ça donnerait des arythmies de départ du ventricule droit, donc à type de retard gauche, et probablement pas le tracé que nous avons vu au départ. Et enfin, le syndrome de Brugada, il s'agit d'une anomalie rare, une anomalie sur les canaux sodiques, en particulier intracardiaques, qui peut déclencher très facilement des arythmies ventriculaires chez certains patients. Ces deux dernières cardiopathies, lorsqu'elles donnent des troubles du rythme ventriculaire récupérés, doivent être traitées obligatoirement, systématiquement par un défibrillateur implantable. Dans les autres cas, ça dépendra au coup par coup. Mais ce sera souvent le cas également. Question suivante, quels examens d'imagerie peuvent aider à avancer dans le diagnostic morphologique? Donc là, il va être question d'éliminer une cardiopathie ischémique et ensuite d'éliminer les autres causes de cardiopathie. Donc l'électrocardiogramme de repos, évidemment, je ne le recite pas là dans les examens d'imagerie. On commence par l'échographie cardiaque transthoracique qui va permettre de faire diagnostic de cardiopathie dilatée, de cardiopathie hypertrophique, de cardiopathie ischémique avec des zones hypo ou akinétiques. Et on pourra également avoir des arguments indirects dans les anomalies morphologiques du ventricule droit, Brugada ou DVDA. L'IRM cardiaque, le nouvel examen clé en cardiologie qui va permettre un peu la même chose, de dépister toutes ces cardiopathie de façon non opérateur dépendante. Le scanner cardiaque et coronaire est un excellent examen également pour donner la fraction d'éjection, la taille et l'épaisseur des ventricules, mais également pour dépister une cardiopathie ischémique. S'il s'agit d'un patient jeune sans aucun facteur de risque, ça peut être une alternative à la coronarographie. Et enfin, la coronarographie, qu'à mon sens, il faut citer systématiquement pour un arrêt cardiaque sur trouble du rythme ventriculaire, pour dépister et éventuellement traiter en même temps ou dans un temps secondaire une cardiopathie ischémique. Question suivante, vous mettez finalement en évidence une dilatation du ventricule gauche, donc une cardiomyopathie dilatée, avec fraction d'éjection de 30%, qui persiste sous traitement. Quel traitement médicamenteux anti-arythmique pourrez-vous prescrire chez ce patient? Donc dans le cas d'une cardiopathie dilatée, il faut prescrire 2 anti-arythmiques, a priori en cas de trouble du rythme ventriculaire, l'un après l'autre. On commence toujours par le premier, qui est le bêta-bloquant. Donc le bêta-bloquant a un multiple effet dans les cardiopathies dilatées, un effet traitement de l'insuffisance cardiaque, donc il faudra utiliser un bêta-bloquant cardiosélectif, par exemple le bisoprolol, cardanciel à dose progressive. Il y a également un effet anti-arythmique et anti-hypertenseur qui n'est pas intéressant chez ce patient. Donc pour avoir l'effet anti-arythmique et l'effet anti-insuffisance cardiaque, il faudra donner ce bêta-bloquant à la dose maximale tolérée en les augmentant par palier progressif. En deuxième, en cas d'échec d'un traitement par bêta-bloquant seul, il faudra rajouter un autre antiarythmique. Seule l'amiodarone, à ce jour, peut être utilisée dans ce cas. Les autres antiarythmiques sont donc contre-indiqués. Question suivante, que lui proposer en plus de ces médicaments? Il s'agit d'un patient jeune ayant une cardiopathie dilatée sévère, non curable, il n'y a pas de cause à traiter dans l'énoncé, pas de cardiopathie ischémique par exemple, pas d'hypokaliémie. Il est sous traitement antiarythmique systématiquement, il a fait une mort subite récupérée. Il s'agit donc d'un candidat à un défibrillateur automatique implantable qu'il faudra poser systématiquement sans faire de test de provocation comme une stimulation ventriculaire. Donc le défibrillateur automatique implantable ou DAI, dont là il s'agit d'une indication en prévention secondaire des morts subites. On va voir sur ces échographies à présent, puisque le dossier est terminé, les principales cardiopathies arythmogènes pouvant dégénérer en troubles du rythme ventriculaire grave. Ici, une cardiomyopathie dilatée, on voit sur cette coupe échographique des 4 cavités, le ventricule gauche, le droit, l'oreillette gauche, la droite, les 2 valves, la mitrale et la tricuspidienne. On voit immédiatement une franche hypokinésie du ventricule gauche avec quasiment l'absence de contraction des parois, l'absence d'épaississement du muscle des parois et surtout une dilatation importante du ventricule gauche et du ventricule droit qui est également très hypokinétique. Ici, le deuxième type de cardiopathie dont on a parlé tout à l'heure, les cardiopathies hypertrophiques. Ici, vous voyez sur cette coupe petit axe un épaississement très anormal des parois du ventricule gauche qui est concentrique. Chez ce patient, il était mesuré à quasiment 3 cm, donc une hypertrophie maligne. Et pour éviter évidemment les troubles du rythme ventriculaire que ça génère, la mort subite, il faut un défibrillateur. Vous avez ici la même coupe des 4 cavités, donc vous voyez tout de suite la différence. Ici, la fonction systolique est normale, par contre l'épaisseur du ventricule est très anormale. Ici, la radio d'un patient ayant une cardiopathie dilatée traitée par un défibrillateur et même un pacemaker. Donc la radio de thorax de face, un index cardiothoracique largement supérieur à 0,5, donc une cardiomégalie, l'absence de signe d'insuffisance cardiaque. Ici, le boîtier de pacemaker relié à des sondes, dont une des sondes est vissée à la pointe du ventricule droit. Cette sonde de défibrillateur est une sonde de détection des troubles du rythme ventriculaire. En cas de trouble du rythme ventriculaire, elle va le détecter, transmettre l'information au boîtier qui lui va délivrer un choc électrique interne. Ici, le même patient avec radio vue de profil et la sonde ventriculaire droite.
Ici, il s'agit d'une radiothorax d'un patient ayant également un défibrillateur. On voit le gros boîtier ici sur la radiothorax. Et ce défibrillateur est également un stimulateur multisite, puisqu'on compte 3 sondes chez ce patient, une sonde ventriculaire droite, une sonde ventriculaire gauche et une sonde auriculaire droite. Donc, il s'agit du traitement maintenant classique des insuffisances cardiaques sévères avec fraction d'éjection à moins de 35. Chez des patients ayant des QRS larges et l'électrocardiogramme de repos, le défibrillateur en prévention des morts subites et le pacemaker de resynchronisation pour affiner les QRS, remettre les 2 ventricules synchrones en termes de contraction, ce qui permet d'améliorer en général la fraction d'éjection, le débit cardiaque. En conclusion, dans ce dossier, on a traité du traitement de l'arrêt cardiaque par trouble du rythme ventriculaire selon les dernières recommandations qui sont à connaître. Ce dossier est très important à mon sens puisque ces dernières recommandations sont assez récentes et que de plus en plus, en France, on parle de prévention des morts subites, des troubles du rythme ventriculaire, des grosses campagnes de publicité sur les défibrillateurs implantables qu'on peut trouver actuellement dans beaucoup de lieux publics. Les items abordés, l'item 309, électrocardiogramme, l'item 325, palpitation, et l'item 209, malaise, perte de connaissance.